le conflit Software a gagné les instances judiciaires. La direction a saisi en référé la justice de manière à faire lever le blocage de l'entreprise. La direction maintient la mesure de licenciement que l'UGTG qualifie d'abusive. La commune du Gosier a salué le travail d'une vingtaine de jeunes qui vient de terminer un service civique au sein de la ville. Un diplôme leur a été remis pour récompenser leur assiduité et leur implication. Le reportage de Karen Diama est à venir. BMAO a lancé son comité de pilotage pour le développement durable. La ville entend mobiliser tous les partenaires publics et privés pour son développement basé sur l'environnement, la mer et les transports. Avec 69% d'opinion favorable, Laura Flessel est la ministre préférée des Français. L'ancienne championne d'escrime parle peu, sourit et ne commet pas d'erreur. La ville de Petit-Bourg en est fière. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Depuis 3 jours, l'UGTG bloque l'entreprise Software située à Jarry-BMAO pour protester contre ce qu'elle qualifie de licenciement abusif. Pour la première fois, la direction a accepté de s'exprimer. Elle affirme que l'employé aura été pris en flagrant délit de vol. Reportage Karen Diama. Quand le syndicat évoque un licenciement abusif à l'encontre de leurs anciens collègues, la direction de son côté estime être dans son bon droit. Nous avons dans l'une de nos entreprises un employé qui a volé des cartons de marchandises. Et donc cet employé a fait l'objet d'un licenciement. C'est tout à fait légal, c'est un supérieur hiérarchique qui a signé le licenciement. Donc en fait, les faits ont été constatés, les faits sont réels et donc le licenciement a été prononcé. Après 3 jours de blocage, la direction a entamé une procédure judiciaire pour libérer l'accès aux locaux de l'entreprise. Nous attendons un référé de telle manière que la justice puisse ordonner le déblocage de nos sites, de notre site. Alors du coup, ça veut dire que vous avez déjà lancé une procédure? Il y a une procédure en cours qui se déroulera aujourd'hui au tribunal de Pointe-à-Pitre et donc nous attendons simplement le résultat. 5 000 € d'astreinte par jour et par tête, c'est la demande formulée par l'avocat de l'entreprise. Une demande qui a suscité une vive réaction du syndicat. L'audience, initialement prévue ce matin, a été reportée au lundi 13 novembre. Et depuis la COP 21, il est de plus en plus question de transition écologique. On parle de réinventer un modèle de transport avec des voitures électriques ou encore de favoriser l'utilisation du vélo. Cette transition sera-t-elle possible sans la transformation profonde des villes? À BMAO, la municipalité a décidé de tenter le coup. Elle a mis en place un comité de pilotage pour le développement durable et de la transition énergétique. Le détail avec Yvan Lemar. Ce comité de pilotage sera chargé du suivi et de la mise en place d'actions dans le cadre du projet de la ville de BMAO nommé Territoire en énergie positive et croissance verte et transition écologique. Nous, après avoir mis notre plan en place et avoir bien entendu retenu un certain nombre d'espaces que nous allons réserver à cela, bien entendu, nous avons aujourd'hui, doublé les braquets. Nous voulons aller encore plus vite. Et donc, c'est en ce sens que nous avons répondu à un appel à projet. Nous avons pu obtenir des financements de l'État à travers le ministère de l'écologie, de l'environnement et des énergies. Nous avions aussi déposé un projet en région Guadeloupe pour récupérer des fonds européens et des fonds régionaux. C'est choses en bonne voie parce que nous voulons tout simplement atteindre un certain nombre d'objectifs. Au total, plus d'une vingtaine de partenaires publics ou privés sont réunis dans ce comité de pilotage autour de 3 axes: protéger et reconquérir la biodiversité, réduire la consommation énergétique et promouvoir l'éco-citoyenneté. Nous avons des personnes qui sont spécialisées dans les finances, d'autres qui sont spécialisées dans l'accompagnement technique en matière d'énergie, d'autres encore qui représentent les services de l'État. Nous avons des associations, nous avons des personnes privées, bref, nous avons un certain nombre de personnes qui sont capables chacune d'apporter leur expertise. Et donc le but, c'est en fonction des thématiques qui seront abordées, en fonction des projets que la ville ambitionne de réaliser, il faudra mettre en place des ateliers de telle sorte que ces projets-là soient discutés, soient décortiqués dans tous les aspects qui peuvent constituer des problématiques, afin que ces problématiques-là soient résolues au sein de l'atelier. Le but, bien sûr, le but final, c'est d'arriver à des réalisations concrètes, parce qu'il ne s'agit pas de parler, de se réunir, il faut bien qu'il y ait une rentabilité, et la rentabilité, il faut qu'elle soit rendue concrète par des réalisations.
Les premières actions de ce comité sont déjà définies. Il devra travailler sur la mise en place d'écoquartiers dans le bourg, sa périphérie et à Mande-Bernard, sur la création d'une zone marine éducative, l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments communaux et sur l'accompagnement à la formation aux métiers de demain. Et ces villes de demain naîtront peut-être de l'imagination des citoyens. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération Cap Excellence tente d'impliquer les habitants dans les projets d'aménagement des espaces dans lesquels ils vivent. Ainsi, l'appel à projet 2018 du programme Mon quartier, mes projets était présenté ce matin au Memorial Act. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. 21 partenaires sociaux se sont réunis au Memorial Act pour la journée porte ouverte du contrat de ville. Objectif cette année, permettre à des associations de présenter des projets favorisant la cohésion sociale de leur quartier. On va dire que c'est un rendez-vous habituel, puisque ça fait plusieurs années avant dans l'ex-CUX, mais aussi depuis 2015 avec le nouveau contrat de ville que nous organisons cette grande rencontre conviviale et familiale avec tous les partenaires du contrat de ville, et tout cela porté par les associations d'habitants, voire aussi par une dynamique d'habitants elles-mêmes au sein maintenant des nouveaux conseils citoyens qui sont en train de s'installer dans les quartiers. C'est ça cette journée porte ouverte. Montrer l'espace de projet, montrer la mobilisation partenariale, la mobilisation du président de Cap Excellence, des maires, du préfet, de tous les services de l'État, du département de la région, de tous, pour faire ensemble et apporter quelque part une amélioration du vivre ensemble, une amélioration des conditions de vie des habitants dans ces quartiers. Mais on le fait avec les habitants, au travers de leur association ou avec eux directement. Tout comme de nombreux porteurs de projets, l'association JOC ainsi que l'association Adeline sont venus soumettre eux aussi leurs idées. Des projets qui visent à valoriser notre culture et nos traditions. Avec ce concept-là, nous avons fait des projets avec des jeunes du quartier de Rizé, Grand Camp, avec La Croix. Pour nous faire un battle en finale avec Cap Excellence, nous avons fait ça. Et puis pour nous amener à intéresser à ces jeunes-là de faire un sport, un art martial, des bons qui cassent mieux. Et puis après ça, ou était pollution mentale là puis ça au lieu de faire un coup de colère au lieu de prendre physique il peut ça exprimer avec pied avec point et l'idée de cet appel à projet de participer à l'appel à projet c'était de faire entrer le gros cas et le costume traditionnel dans les écoles puisqu'en fait on a des cours d'histoire qui sont réglementés par l'éducation nationale mais on n'a pas cette histoire vraiment culturelle où il y a l'histoire du costume traditionnel, du langage madras. Le langage madras, c'est la façon dont les femmes s'expriment à travers leur costume et leur coiffe. Et donc l'idée, ce serait d'amener ça à l'école pour que les enfants puissent se familiariser avec et l'utiliser après si ils veulent pousser ou s'ils veulent vraiment s'intéresser à leur histoire. Les porteurs de projets ont jusqu'au 12 décembre au plus tard pour les déposer dans leur ville. Puis, l'instruction des dossiers se fera en janvier et la validation finale par les décideurs du comité de pilotage au mois de mars. Ils ont été durant 8 mois au service de la ville. Ce matin, 25 jeunes âgés de 16 à 25 ans achevaient leur contrat civique à la mairie du Gosier. Karen Diama a assisté à la cérémonie de clôture. On regarde son reportage. 8 mois après avoir intégré les services municipaux, l'heure était au bilan et aux récompenses pour les 21 volontaires du service civique. C'est une volonté politique de la ville par rapport aux jeunes. Et donc, ils ont été engagés pour les 8 mois sur un acte volontaire pour le service de la communauté, mais de l'ensemble de la population. Et donc, 8 mois après, nous sommes là pour montrer que au terme, ils ont un diplôme, vous avez constaté un diplôme d'engagement. Ça veut dire que c'est un acte volontaire. Pendant ces 8 mois, ils ont servi, ils ont bien servi et ils ont acquis un certain nombre de compétences et cette volonté de poursuivre. Et donc, nous leur souhaitons qu'ils réussissent dans la vie. Pour Laurie et son tuteur, il s'agissait de revenir sur une expérience tant professionnelle qu'humaine. Ça va au-delà de la simple mission professionnelle, puisqu'il faut essayer de comprendre sa vie, comprendre ses projets au niveau des études, s'il en a, au niveau professionnel également, qu'est-ce qu'il pense faire après le service civique. Donc, comprendre tout ça et l'aider à trouver des formations, l'aider à trouver un parcours, définir son parcours professionnel. Donc, c'est ce qu'on s'est tâché à faire et puis j'avoue que ça a été un plaisir pour moi.
Le service civique pour moi, ça a été bénéfique. Alors ça m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Donc par exemple l'organisation, développer mon sens relationnel, travail en équipe. Donc je vais retenir que des bonnes choses. Je me suis senti bien accueilli. Je ne me suis pas senti vraiment en tant que service civique, mais en tant que peut-être employé, on va dire. Donc j'étais très à l'aise. Prochaine session du service civique, janvier 2018. Et que se passe-t-il au sein de l'Université des Antilles après l'affaire du Sérigmia? Le climat ne semble pas s'apaiser au sein du conseil d'administration. À l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, la section du pôle universitaire de Martinique a dénoncé le manque de dialogue avec le président de l'université, ainsi qu'une gestion budgétaire non adaptée aux besoins. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Alors que les équipes pédagogiques travaillaient depuis près Une salle bondée d'étudiants et de membres du pôle universitaire de Martinique, l'heure est grave. La vice-présidente dénonce des faits qui mettraient en péril le bon fonctionnement de l'université. Manque de communication depuis l'élection du président de l'UA. Seules 2 réunions de dialogue auraient été assurées. De plus, le budget accordé pour le fonctionnement serait très en dessous des besoins. Nous sommes 2 pôles universitaires autonomes avec des vice-présidents de pôle qui sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses du pôle. Donc, ils doivent engager les dépenses à hauteur du budget de leur pôle. Et de façon tout à fait arbitraire, sans aucune réponse donnée à ce jour, la vice-présidente que je suis subit un plafonnement concernant les engagements des dépenses à hauteur de 5 000 €. Ce n'est pas un problème Guadeloupe-Martinique puisque, à ma connaissance, il y a le même plafonnement qui est également positionné au niveau donc, du pôle universitaire de la Guadeloupe. C'est un problème de dysfonctionnement d'établissement, c'est un problème de dysfonctionnement au niveau de la gouvernance qu'il faut régler. Des dysfonctionnements pour la mise en place de la formation sont également pointés du doigt. Sans planning de travail concret, l'université pourrait perdre de nombreux candidats qui se tourneraient vers des structures qui leur assureraient des cursus plus sûrs. Il y a des problèmes qui sont de l'ordre de simplement du désordre, de la mauvaise organisation, d'une incapacité à bien accueillir les étudiants. Certaines formations ne pourront pas ouvrir parce qu'on n'aura pas eu les informations en temps et en heure et que donc une formation en ligne, il faut que le travail soit fait 1 an à l'avance. Il y a une partie du travail qui est fait et une partie du travail qui reste à faire. On nous met dans une situation où on ne nous permet pas d'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Ça peut être des coûts supplémentaires pour l'université aussi. On nous avait demandé de valider dans un premier temps sans avoir les éléments de soutenabilité. Ça n'est pas raisonnable. Nous remboursons l'argent qui a été perdu par le Sérigmia. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Il faut de la bonne gestion, savoir combien ça coûte, voilà. Et donc on fait des choix stratégiques. Des problématiques soulevées prises très au sérieux par les étudiants. L'université compte environ 12 000 jeunes répartis entre la Guadeloupe et la Martinique. L'unité reste importante. On est encore plus sensibilisé par le problème qu'il y a et c'est vrai que ça nous intéresse un peu plus de savoir comment va se passer en fait les années précédentes, comment l'université va continuer à s'agrandir, à pouvoir continuer à faire son rôle, en fait, tout simplement d'instruire les étudiants. Il faut les soutenir quand même, parce que si tous les étudiants ils partent, ils n'auront plus les financements, les moyens de continuer avec l'Université des Antilles de la Martinique. C'est quand même un peu fatigant parce que ça freine un peu le processus de la formation, mais on espère que ça avancera. Nous avons tenté de joindre le président de l'UA qui est actuellement en Martinique. Sans succès, le calendrier de formation doit être présenté en janvier prochain aux étudiants post-bac. Les universitaires déplorent n'avoir toujours aucune visibilité à moins de 2 mois de leur présentation aux futurs recrues. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'ouverture de la 8e édition du Festival Caribule. L'une des scénaristes invitées, Jessica Oublié, sera avec nous. Et puis préparez vos lettres. Le secrétariat du Père Noël a déjà ouvert ses portes. La Guadeloupéenne Laura Flessel est la ministre préférée des Français. C'est le résultat d'un sondage IFOP réalisé pour le journal du dimanche. Elle devance de 9 points Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Qu'en pensent les habitants de Petit-Bourg, sa ville natale? Anne-Elisabeth Arsène a tenté de le savoir. On écoute leur réponse. C'est plutôt une bonne chose qu'une jeune sportive s'occupe des sports à l'échelle nationale. Oui, surtout que c'est une grande championne d'escrime. Elle a fait ses preuves, donc elle est plus apte à diriger une session sportive qu'un
un autre ministre classique. Oui, bien sûr, que Madame Laura Flessel soit ministre des Sports. C'est une bonne chose, bien sûr, pour la Guadeloupe, puisqu'elle connaît le territoire, elle connaît ses spécificités, ses problématiques. Et donc, en tant que compatriote, on ne peut qu'espérer qu'elle puisse militer au mieux pour promouvoir le sport dans notre région, au niveau national. Quand j'étais petit, j'ai travaillé au collège de Petit-Bout, en face de l'endroit était entraîné. Il était né à un moment, ça 6 ou 7 ans. Parce que j'habitais dans le collège, tout à fait en face avec le hall qu'on entraînait. C'est très bon pour la Guadeloupe parce qu'ils bataillent là pour ça. Et ils travaillent beaucoup. Et c'est il y a beaucoup de volontaires. Jusqu'à maintenant, s'il passe que. Non, s'il est passé parmi les meilleurs, comment dirais-je, de sondage, elle a mérité. C'est pour ça qu'on l'appelle la guerre, parce que lorsqu'elle touchait, elle criait un chouaille. Oui, elle a mérite. Elle a mérite. C'est une fille très sympa, très bien même. Elle a mérite. C'est une très bonne chose pour Petit-Bourg, pour la Guadeloupe, et pour moi-même, et pour tous ceux qui la connaissent, et pour sa famille. En fait, nous avons une petite bourgeoise qui était sportif, grand sportif, et qui est maintenant notre ministre. Je connais Laura depuis lorsqu'elle était petite. Je connais sa maman, tous ses frères et sœurs, enfin tous ses frères parce qu'elle a que 2 frères. Et je pense qu'elle n'a pas changé, qu'elle est restée toujours la même Laura Flessel, parce qu'après, comme on dit, lorsqu'on arrive à ce niveau, on prend la grosse tête. Donc je pense pour elle qu'elle est restée toujours la même personne. Et je pense aussi, ou je crois, plus ou moins plutôt croire qu'elle fera quelque chose pour la Guadeloupe. Après, ça fait toujours plaisir pour une Guadeloupéenne, ça fait toujours plaisir. Mais moi, c'est pas que le plaisir. Moi, c'est un tout, parce que tout le monde ne voit que le plaisir. Mais moi, je vois le tout. Il faut que l'ensemble, voilà. Laura Flessel est une femme qui a la tête sous les épaules. Donc, elle mérite sa place, la place où elle est aujourd'hui. Elle mérite cette place-là. C'est une bénédiction pour elle. Et le véritable coup d'envoi de Caribou, le festival dédié à la bande dessinée, a été donné aujourd'hui à la bibliothèque Paul Mado de Paul Mado. Pour nous en parler ce soir, l'une des scénaristes invitées est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Jessica Oublié. On va le voir, la bande dessinée peut aussi témoigner du réel. On va le voir avec votre œuvre, Payons-nous. Mais avant, on regarde le reportage d'Yvan Lemar qui s'est rendu justement à la bibliothèque de Paul Mado cet après-midi. On regarde ensemble. Pour cette 8e édition, ce festival Caribule propose des animations gratuites telles que des ateliers ou encore des spectacles. On a mis en place beaucoup d'ateliers parce que c'est ce qui avait vraiment très bien fonctionné l'an passé. Il y a aussi des rencontres avec des auteurs et puis il y a aussi beaucoup de spectacles, contes dessinés. Il y a aussi un spectacle sur Anouki. C'est un petit Indien et donc ce sont des auteurs qui sont de France et qui viennent donc en Guadeloupe et ils vont faire ce petit spectacle en lien avec toute une série de bandes dessinées qu'ils ont déjà réalisées. Et puis il y a également aussi pour clôturer ce festival gros cas et bande dessinée. Des rencontres avec des éditeurs de bandes dessinées sont aussi au programme, ainsi que quelques nouveautés. Cette année, nous avons déjà une mangaka, parce qu'on n'en a pas chaque année. Donc, il y a d'ailleurs une exposition aussi sur le manga qui présente globalement ce que c'est le manga. Et on aura plusieurs ateliers manga durant ce week-end. Il y aura aussi une rencontre avec cet auteur, Elsa Brantz, qui a fait déjà aussi une belle série chez Kana Éditions. Et puis, il y a également aussi, on a fait le lien cette année entre bande dessinée et film d'animation avec le film d'Arthur de Pince, Zombilénium, qui est passé au ciné-théâtre du Lamentin mercredi et qui sera présent tout au long du festival. Autre particularité cette année, l'exposition et la présentation d'une bande dessinée documentaire sur le Bumidum intitulée Pays en nous. Le festival Caribule se déroule jusqu'au 12 novembre. Et l'auteur justement de cette BD est avec nous ce soir, Jessica Oublié. Vous êtes vous-même née en France hexagonale. Vous avez eu l'idée d'écrire d'écrire une BD, de raconter l'histoire du Bumidum à travers une bande dessinée. Ce bureau du gouvernement, qui je le rappelle, était chargé dans les années 60 à 80 de faire venir les travailleurs des Outre-mer en France hexagonale, ou qui était en plein essor, en plein développement. Une œuvre historique et artistique qui repose sur un véritable
véritable travail de recherche que vous avez mené aux côtés de Marie-Ange Rousseau, qui a dessiné justement cette BD. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mener ce travail, de créer cette œuvre? Il y a 2 ans, quand je suis rentrée de mes années de coopération en Afrique, pendant 5 ans, donc j'ai été coopérante sur le continent africain, on m'a annoncé la maladie de mon grand-père. Donc moi, mon grand-père, ma grand-mère, je les connaissais au gré de mes déplacements lors des congés bonifiés, donc tous les 3 ans. Et je me suis aperçue que finalement, je ne connaissais pas grand-chose de leur histoire. Et lorsque l'annonce de sa maladie m'a été faite, je me suis rendu compte que j'arrivais pas, moi, à resituer mon histoire, mon identité dans un récit familial. Donc j'ai eu envie de l'interviewer, de collecter son récit de vie, d'en faire un petit album, au début plus en direction de mes petits cousins et petites cousines, puisqu'on est 20 et moi je suis l'aînée. Et puis très rapidement, je me suis aperçue que quand je lui ai parlé du Bumidum, dont j'avais découvert l'existence en faisant des recherches sur le contexte historique de sa migration, que c'était une espèce de mot tabou, qu'il fallait pas prononcer ça. À un moment dans la BD, on le voit qui me dit... Moi, je ne suis pas venue avec ces gens-là, j'ai payé mon billet d'avion tout seul. Et très rapidement, en questionnant mes amis, mes voisins de l'impasse Casimir à Gosier au Périnette, j'ai vu que le Bumidum, c'était une plaie finalement qui entachait encore comme ça la société guadeloupéenne, mais plus généralement la société antillaise, et puis par extension réunionnaise et guyanaise. Vous avez pu récolter des témoignages d'habitants qui n'avaient jamais eu l'occasion de parler de ça, de se confier sur ce sujet. Vous avez même été un peu plus loin en consultant les manuscrits conservés aux archives nationales. Qu'avez-vous découvert? Beaucoup de souffrance, c'est-à-dire que... on a pu comme ça redonner des trajectoires à des anonymes, des personnes qui de toute façon n'avaient pas accepté de nous parler. Quand elles avaient beaucoup trop souffert, les gens n'acceptaient pas de nous parler. Donc les gens qu'on voit dans la BD ont plutôt un rapport avec le Bumidum tranquille. Je ne dis pas complètement positif, parfois oui, ils nous le disent. Le Bumidum a constitué une ressource pour eux dans le cadre de leur projet de vie. Pour d'autres, on le sent plus en pointillé, avec beaucoup de pudeur. Ils nous disent en quoi ça a été difficile. Mais les archives, elles montrent vraiment toute l'étendue du désastre que ça a pu représenter au plan d'identité, de l'exil, de la distance relationnelle avec les familles restées au pays, des conditions de vie et de traitement sur le territoire, parce que finalement, ces personnes qui sont françaises se sont avant tout découvertes noires, voire étrangères, sur un territoire, un pays qui était le leur. Ça vous a fait penser à vous? Oui, alors, à moi, disons qu'en commençant cette enquête, j'ai découvert que j'étais la fille d'un migrant. C'est surtout ça. Moi, je suis née à Paris en 1983. Je ne me pose pas de questions sur mon identité avant d'écrire l'histoire de mon grand-père et ma grand-mère. Tout ce que je sais, c'est que je porte une identité créole que je ne connais pas bien. Je connais plus la culture africaine parce que j'y ai travaillé, parce que ça constitue un objet d'étude pour moi. Je suis tranquille avec cette distance que j'entretiens volontiers avec la culture antillaise, mais... je découvre finalement qu'il y a comme une espèce d'institutionnalisation de l'oubli qui a été fait à travers ce dispositif, qui fait que nous, les descendants de cette histoire, on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi on est né en France métropolitaine et on ne sait pas pourquoi nos parents ou grands-parents sont partis. On regarde justement un extrait de Pays en nous, parce que vous avez aussi développé sur les médias une petite vidéo, un teaser. Oui. On a réussi à la voir sur Internet. On regarde ensemble. Okay. Oh. On va sur cette planche justement, cette anecdote de cet homme qui parle de ce qui s'est passé pendant le Bumidum. Quel événement, quel témoignage vous a le plus marqué?
Sans doute celui d'un homme réunionnais. Donc ça, c'est un document qu'on a trouvé aux archives. Donc on a eu une dérogation donc, du ministère des Outre-mer pour pouvoir avoir accès à des archives scellées. Donc il y avait des lettres envoyées par des migrants à l'administration Bumidum à Paris. Il y avait des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais et des Martiniquais. Mais il y en a une, en effet, qui m'a vraiment interrogée, c'est celle de ce Réunionnais qui dit, voilà, vous m'avez proposé un emploi dans le sud de la France, vous m'aviez dit qu'une fois installé, je pourrais faire venir ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, je me retrouve là à devoir payer un appartement beaucoup trop grand, à continuer de verser de l'argent à ma femme, rester à La Réunion avec nos enfants. Je n'ai plus quasiment les moyens de vivre à la fin du mois, je vais me retrouver dans la rue, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc ça, c'est un témoignage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis je pense, il y en a un autre, celui d'un Martiniquais, qui, une fois arrivé en France, parce qu'il vit dans un logement insalubre, se fait retirer ses enfants pendant 3 ans, qui sont placés dans un foyer, et qui envoie des courriers au Bumidum en lui disant « Vous m'avez menti, vous m'avez enlevé mes enfants, laissez-moi repartir chez moi ». Et une fois qu'il repart chez lui, après avoir réussi à retrouver ses enfants, 2 années après, il récrée au Bumidum pour repartir. Merci en tout cas, Jessica Aubier, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que la bande dessinée Pays Nous, 206 pages dessinée par Marie-Ange Rousseau, est disponible dans les librairies antillaises. Je l'ai d'ailleurs trouvée ce matin. Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Ah, j'aimerais bien. Je peux faire une liste tout de suite, c'est bientôt Noël. Donc... Alors, le secrétariat du Père Noël a déjà ouvert ses portes, et ce depuis hier. La marche à suivre, on regarde tout de suite avec Linda Kayarsi qui nous explique tout. Pour adresser au Père Noël sa liste de cadeaux en passant par son secrétariat, il existe 2 solutions, par Internet ou par voie postale. Si vous optez pour la première, direction le site de la Poste, portail numérique officiel du Père Noël. En un clic, la très précieuse lettre de Noël est envoyée pour patienter sur le site Internet, des ateliers créatifs ou encore la découverte des costumes de Noël dans 16 pays. Plus original, en téléchargeant l'application Bling Book, disponible sur Play Store et App Store, l'enfant pourra personnaliser et animer son coloriage en insérant sa photo. Par voie postale, il faudra juste inscrire Père Noël sur l'enveloppe et la lettre arrivera directement au secrétariat du Père Noël. Très important, n'oubliez pas d'indiquer votre nom, prénom et adresse. Le Père Noël vous enverra avec sa réponse un dessin à colorier, histoire de patienter jusqu'au 24 décembre. Forcément très occupé, la dernière semaine avant Noël, le Père Noël précise que les courriers électroniques ou non devront lui être envoyés avant le 18 décembre. À ATV Guadeloupe, la rédaction a déjà envoyé sa lettre au Père Noël. L'an dernier, 1,2 million d'enfants de plus de 140 pays ont adressé une lettre au Père Noël, qui a aussi reçu 91 000 emails. Et oui, Linda Kayarsi a de très bonnes idées. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous lundi 13 novembre au campus de Fouillol de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 10 novembre. Nous l'avons vu ce soir, le conflit à Sauf-Ribert a gagné les instances judiciaires. La direction a saisi en référé la justice de manière à faire lever le blocage de l'entreprise. Et la direction maintient la mesure de licenciement de l'employé. La commune du Gosier a salué aujourd'hui le travail d'une vingtaine de jeunes qui vient de terminer un service civique au sein de la ville. Un diplôme leur a été remis pour récompenser leur assiduité et leur implication. Et la ville de Bemao a lancé son comité de pilotage pour le développement durable. La ville entend mobiliser tous les partenaires publics et privés pour son développement basé sur l'environnement, la mer et les transports, nous l'avons vu ce soir. Et puis avec 69% d'opinion favorable, Laura Flessel est la ministre préférée des Français. L'ancienne championne d'escrime parle peu, sourit et ne commet surtout pas d'erreur. La ville de Petit-Bourg, en tout cas, en est fière. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi à 18h45.